Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous transmettre un résumé de mes connaissances que je développerai plus dans les prochains cours. Donc des connaissances que j'ai acquises durant ces derniers mois lors de mes recherches, stages, conférences et lectures, pas loin de 14 livres, sur l'hypersensibilité, les comportements atypiques en tout genre. Alors, j'entends par là, dans les comportements atypiques, je vais aussi bien parler des HPI, TDA, TDAH, 10, car nous allons voir le point commun, c'est l'hypersensibilité. Alors, qu'est-ce que l'hypersensibilité? En fait, c'est un trait de personnalité qui se caractérise par une sensibilité accrue, accrue aux stimuli externes et internes. Les personnes hypersensibles vont ressentir les émotions, les sensations physiques, mais également les stimuli sensoriels, et ça de façon plus intense que la plupart des gens. Alors ça peut se manifester par une réactivité émotionnelle plus forte, une sensibilité accrue à la douleur par exemple, mais également une réactivité sensorielle plus prononcée, une capacité à percevoir les subtilités de l'environnement par exemple. On va retrouver souvent l'hypersensibilité comme un point commun chez les personnes qui vont être atteintes de troubles tels que le TDAH, donc le trouble de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité d'ailleurs, les personnes atteintes de troubles de l'hyperactivité, les HPI, donc les hauts potentiels intellectuels, et les troubles 10, que ce soit la dyslexie, la dyspraxie, et ainsi de suite. Dans le cas du TDA et du TDAH, l'hypersensibilité peut se manifester par une réaction émotionnelle intense, une difficulté à filtrer les stimuli environnementaux, mais également une sensibilité accrue au stress. Les personnes qui sont atteintes de ces troubles peuvent être facilement submergées par l'excès de ces stimuli, justement, ce qui peut affecter leur capacité à se concentrer et à réguler leurs émotions. Pour les personnes à haut potentiel intellectuel, les HPI, l'hypersensibilité peut, elle, se traduire par une perception accrue des détails, une sensibilité émotionnelle intense, voire même une réactivité aux injustices sociales par exemple. Ces individus peuvent être profondément affectés par les émotions des autres, par les injustices qu'ils perçoivent dans leur société, dans leur environnement. Et en ce qui concerne les troubles 10, tels que la dyslexie, la dyspraxie, l'hypersensibilité peut se manifester par une sensibilité accrue aux frustrations, les frustrations qui vont être liées aux difficultés d'apprentissage par exemple, ainsi qu'à une réactivité émotionnelle face aux défis quotidiens qui sont associés à ces troubles. Alors il est important de noter que l'hypersensibilité n'est pas nécessairement un trouble en soi, mais plutôt un trait de personnalité qui peut être présent chez différentes personnes, qu'elles aient d'ailleurs ou non un diagnostic clinique. Il est également important de souligner que l'hypersensibilité peut avoir des aspects positifs, comme la capacité accrue à percevoir la beauté artistique, de comprendre les émotions des autres, d'être empathique. C'est important et essentiel de reconnaître et de comprendre cette hypersensibilité. Ça permet de pouvoir adapter les environnements, les interactions sociales, de répondre aux besoins spécifiques, soit pour les personnes concernées, soit pour nous-mêmes si nous-mêmes nous sommes hypersensibles. C'est en offrant un soutien adapté et en favorisant un environnement favorable qu'il est possible d'aider ces personnes à s'épanouir pleinement, malgré les défis liés à l'hypersensibilité. Alors pour bien comprendre, je vais faire une petite parenthèse sur le stress. Alors pourquoi parler du stress? Pour comprendre justement ce qui se passe en chacun de nous et ainsi mieux cibler ce qui se passe lorsque nous sommes hypersensibles et bien souvent stressés. Alors petit cours rapide d'anatomie et de biologie. Le stress, c'est un état qui nous submerge dans certaines situations. Et c'est pas à prendre à la légère. Parce que quand on réagit à un stress, la respiration, la fréquence cardiaque s'accélère, la pression artérielle augmente. C'est avec l'aide du cortisol que le foie va décomposer des molécules et libérer plus de sucre, de glucose dans le sang.
Et une augmentation du taux de sucre dans le sang fournit plus d'énergie à l'organisme. Ce processus est essentiel pour la réaction face à un combat ou la réaction de fuite. Cet apport supplémentaire d'énergie aide donc à fuir ou à affronter une situation stressante. Il aide aussi l'organisme à revenir à son état normal après l'événement. En fait, lorsque notre cerveau perçoit une situation comme stressante, c'est la région de l'hypothalamus qui s'active. Ce tout petit organe joue un rôle crucial dans la gestion du stress. En envoyant un message à l'hypophyse, il amorce la réaction au stress. L'hypophyse, à son tour, va envoyer un message aux glandes surrénales qui sont situées juste au-dessus des reins. Et ces glandes vont libérer le cortisol, cette hormone qui est appelée aussi l'hormone de stress. Cependant, si notre organisme garde un niveau élevé d'hormones de stress pendant une très longue période, le stress peut finir par devenir nocif. Le cortisol, en quantité excessive, peut avoir des répercussions négatives sur notre cerveau et sur les autres systèmes corporels, comme le système nerveux par exemple. Ce type de dommage est associé à un certain nombre de problèmes de santé. L'hypothalamus, lui, met également le corps en état d'alerte en induisant la production d'adrénaline, cette hormone stimulante qui va agir sur de nombreux organes du corps. Cette sécrétion d'adrénaline a des répercussions quant à elle immédiates sur notre organisme. C'est elle qui fait l'accélération du rythme cardiaque, cette sensation de souffle coupé, voire même cet excès de sueur, de vertige, de frisson, des bouffées de chaleur, des tremblements musculaires, voire des engourdissements ou des picotements. Tout cela est régulé par différentes parties de notre cerveau. La partie limbique, qui est formée principalement par l'amygdale et l'hippocampe, qui est le cerveau de l'instinct et de l'émotion. C'est là que les signaux sont décodés en fonction de nos 4 instincts fondamentaux qui sont la peur, le besoin de s'alimenter, de se battre et de se reproduire. Le cerveau reptilien, quant à lui, repose entièrement sur l'instinct et a pour but premier d'assurer la survie. Il va réguler les fonctions automatiques telles que la respiration, le rythme cardiaque, la température corporelle. Mais c'est lui aussi qui est responsable de la réponse qu'on donne face à une situation, cette réponse de combat ou de fuite. Enfin, dans notre cerveau, il y a aussi le cortex préfrontal et le néocortex, qui eux sont responsables des fonctions cérébrales les plus nobles, telles que le raisonnement, la créativité et la parole. Si nous ne sommes pas dans une situation qui déclenche de la peur, le besoin de se battre ou de séduire, ou encore d'appréhender une nouvelle connaissance, le thalamus va transmettre des informations sensorielles ou un intérêt éprouvé par le cerveau limbique au néocortex, qui les analysera et déterminera quel est le comportement approprié. Or, par contre, il arrive que certaines parties de notre cerveau nous jouent des tours. Des fois, le limbique envoie des messages qui nous fait vivre de l'angoisse, cette sensation diffuse de mal-être dont on ne connaît pas vraiment l'origine. Et contrairement au stress, qui survient dans des circonstances bien précises, l'angoisse, elle, peut être réelle ou imaginaire. Et de l'angoisse provient de l'anxiété, ce sentiment d'inquiétude ou celui d'être dépassé, qui résulte habituellement de la peur de quelque chose. Enfin, le reptilien, lui, va jouer sur tout ce qui va être lié au stress, ce changement physique qui se produit dans notre corps en réaction à différents facteurs de stress. Mais heureusement, il existe des solutions pour booster notre morale et réduire notre niveau de stress. En effet, pour contrer ces effets néfastes dus au stress et à toute cette chimie qui s'opère dans notre corps, il est possible de booster les hormones telles que l'endorphine, la dopamine, la sérotonine, l'oxytocine, ces hormones qui vont nous permettre de vivre plus sereinement et dans un état dit de bonheur.
L'endorphine, d'ailleurs, est appelée l'hormone du bonheur. Et elle peut être stimulée par le rire, par la pratique d'un loisir, par de la danse, par du chant. La dopamine, quant à elle, peut être boostée en dormant suffisamment, en célébrant les petits succès, en faisant du sport. L'ocytocine peut être stimulée par de la méditation, par des câlins, des bonnes actions. Et enfin, pour augmenter notre taux de sérotonine, il est conseillé de pratiquer de la gratitude, de profiter de la nature, de se rappeler des bons moments. Et nous pouvons agir également sur nos hormones et nos états internes en adoptant notre alimentation et les nutriments que nous consommons. En comprenant mieux le fonctionnement de notre cerveau et en adoptant les habitudes de vie saines, il est possible de mieux gérer le stress et d'améliorer notre bien-être général. Alors n'oublions pas de prendre soin de notre cerveau et de notre corps, car ils travaillent en harmonie pour notre équilibre et notre santé. Et les hypersensibles sont soumis à un stress quasi permanent, surtout s'ils ne respectent pas leur propre fonctionnement. Alors les hypersensibles, justement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'est l'hypersensibilité? C'est une caractéristique qui définit un individu comme ayant une sensibilité plus élevée que la moyenne. Cela va se traduire par une manière unique de percevoir le monde et une profonde connexion avec les émotions des autres. Les personnes dites hypersensibles, souvent aussi appelées suréfficients mentaux, ont une capacité à ressentir et à comprendre les émotions des autres de manière instantanée. Cette capacité peut être à la fois enrichissante et épuisante. Les suréfficients sont dotés d'une hyper-empathie, par exemple, qui leur permet de capter les émotions des personnes qui les entourent, même sans les connaître. Et cette capacité peut être accablante, car elle entraîne une invasion émotionnelle, rendant difficile la distinction entre ses propres émotions et celles des autres. Alors il est important de noter que l'empathie ne signifie pas nécessairement de la compassion, mais plutôt une réception intense des émotions d'autrui. En plus de l'hyper-empathie, les suréfficients mentaux éprouvent également de l'hyper-affectivité. Leur cerveau est fortement régi par l'affectif, ce qui les rend particulièrement sensibles au jugement des autres, par exemple. Ils ont un besoin constant d'affection, de reconnaissance, d'encouragement, de soutien pour se sentir rassurés sur eux-mêmes. De plus, la plupart des suréfficients mentaux combinent leur hyperesthésie avec une synesthésie, ce qui leur permet de percevoir le monde de manière sensorielle et mémorable. Les hyperesthésiques ont une sensibilité accrue à tous les sens, ce qui peut être à la fois enrichissant et encore une fois très embêtant. Leur capacité à percevoir les moindres détails sensoriels peut les rendre particulièrement sensibles à leur environnement. Par exemple, ils peuvent détecter des arômes subtils dans la nourriture et être perturbés par des odeurs nauséabondes ou des stimulations sensorielles trop nombreuses. En outre, l'hypersensibilité cognitive des suréfficients mentaux va entraîner un traitement en profondeur des informations, ce qui va nécessiter encore plus de temps pour prendre des décisions ou faire des choix. Cette caractéristique peut être perçue comme une qualité, car elle conduit souvent à une appréciation plus profonde de l'art, de la poésie, de l'émerveillement, mais elle peut être aussi la cause d'une procrastination aiguë et développée. Nous y reviendrons dans un autre cours. Alors, il est important également de noter que l'hypersensibilité n'est pas exclusivement liée aux suréfficients mentaux. Ça se complique. Je m'explique. Les personnes extraverties, qui sont pleines d'audace et de curiosité, peuvent également être hypersensibles. Bien que leur manière de vivre cette hypersensibilité puisse différer de celle des introvertis, qui eux vont être plus calmes et en retrait. En fin de compte, l'hypersensibilité est une caractéristique précieuse qui apporte à la fois des défis, mais également des bénéfices. Une personne hypersensible peut être ambivertie, tantôt extravertie, tantôt introvertie, suivant les situations. Ouais, je vous disais que ça se compliquait. Mais il est essentiel de reconnaître
est de valoriser la singularité et la profondeur des personnes hypersensibles, tout en leur offrant un soutien et une compréhension adaptée à leurs besoins spécifiques. Donc je vous ai dit tout à l'heure, je parle de l'hypersensibilité, mais je vais également parler des HPI, ces personnes à haut potentiel intellectuel, qui vont posséder des caractéristiques très particulières et qui vont influencer sur leur quotidien de manière significative. Alors tout d'abord, ces HPI sont souvent hyperesthésiques eux aussi, ce qui signifie que leurs 5 sens sont dotés d'une acuité exceptionnelle. Donc cela va se traduire par une vigilance permanente et une grande sensibilité aux stimuli extérieurs tels que le bruit, la lumière, les odeurs. Bien que ces perceptions sensorielles soient hors normes, les hyperesthésiques ne réalisent pas toujours l'exceptionnalité de leurs sens. La vision hyperesthésique des HPI, par exemple, peut se caractériser par une précision remarquable où le détail est souvent perçu avant la globalité, ce qui peut aussi conduire à une insatisfaction permanente ou un perfectionnisme développé. Les HPI ont également une capacité de mémorisation basée sur des détails insignifiants et une sensibilité accrue à la luminosité. En outre, ils ont souvent du mal à accepter les règles établies par autrui, car ils remettent en cause leur légitimité et peuvent même les trouver discutables. Leur sagacité d'analyse et leur capacité à assimiler rapidement de nouvelles connaissances leur permettent souvent de dépasser les enseignements qui leur sont dispensés. Alors ça peut entraîner des conflits avec les figures d'autorité et une remise en question des rapports hiérarchiques. On peut aussi les cataloguer arrogants ou orgueilleux, mais c'est mal les connaître, vu qu'ils souffrent surtout d'un grand manque d'estime d'eux-mêmes et de reconnaissance. Mais j'y reviendrai plus tard. Donc les personnes à haut potentiel intellectuel ressentent également une grande inquiétude, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur entourage. Dès leur plus jeune âge, ils se préoccupent du bien-être de leurs proches, inversant souvent le schéma habituel. Donc cette anxiété peut se manifester à travers diverses craintes, allant des problèmes relationnels à l'appréhension des difficultés professionnelles ou même financières. Et parallèlement, ils redoutent également que leurs proches s'inquiètent pour eux, ce qui les plonge dans une angoisse profonde. Angoisse, anxiété, vous vous rappelez, on a fait un petit point de ce qui se passait dans le corps. Le cerveau des HPI est constamment en mouvement, naviguant entre le passé et le futur. Cette propension à explorer chaque option et à anticiper les conséquences futures va rendre leurs décisions prudentes et réfléchies. Mais ils ont également du mal à se détacher du contexte et à considérer leur vie à l'échelle de l'univers, ce qui va engendrer de nombreuses interrogations existentielles et des angoisses profondes. Durant l'adolescence d'ailleurs, les HPI vivent chaque situation en 3 dimensions, adoptant à la fois le rôle d'acteur et de spectateur. Leur extrême lucidité entrave parfois leur intégration dans un groupe, car ils perçoivent une distance entre eux et les autres. Cette conscience aiguë des risques à venir peut engendrer une peur authentique, une peur qui va freiner leur développement. Ils s'auto-analysent sans concession, percevant chacune de leurs failles et limites, et avec une grande acuité. Leur lucidité associée à une forte sensibilité affective peut rendre les adolescents HPI particulièrement vulnérables aux critiques et aux émotions, allant jusqu'à leur faire vivre des crises de dépression et même avoir des idées suicidaires. Leur pensée en arborescence, caractérisée par une connexion multiple des neurones, explorant simultanément de nombreuses pistes de réflexion, peut les plonger dans un tourbillon d'inquiétude et d'angoisse. Il est important de reconnaître et de comprendre ces spécificités propres aux personnes à haut potentiel intellectuel pour pouvoir les accompagner au mieux dans leur développement personnel et professionnel.
C'est en cultivant un environnement bienveillant et propice à leur épanouissement qu'il est possible de valoriser pleinement leurs talents, des talents exceptionnels. Alors qu'en est-il des TDA et des TDAH? Le TDA et TDAH, c'est un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble neurologique qui affecte de nombreuses personnes à travers le monde. Les origines de ce trouble sont très complexes. Ça implique à la fois des facteurs génétiques et environnementaux. Les personnes qui sont atteintes de TDAH peuvent éprouver des difficultés de concentration, une hyperactivité, une impulsivité et une hypersensibilité. Il est important de comprendre que le TDAH ne résulte pas d'un manque ni de volonté ni de discipline. Il s'agit d'un trouble neurologique qui affecte le fonctionnement du cerveau et qui peut avoir un impact significatif sur la vie quotidienne de ceux qui en sont atteints. Mais qui dit trouble, dit rééducation. Il est essentiel de reconnaître que le TDAH peut avoir des répercussions sur de nombreux aspects de la vie d'une personne, y compris sa réussite scolaire, ses relations interpersonnelles, sa santé mentale. Il est donc crucial d'offrir un soutien également adapté aux personnes atteintes de TDAH afin de les aider à surmonter les défis auxquels ils sont confrontés au quotidien. Et il existe alors plusieurs approches pour aider ces personnes, pour les aider à gérer leurs symptômes et à améliorer leur qualité de vie. Cela peut inclure des interventions médicales, telles que la prise de médicaments, mais également des stratégies comportementales, éducatives, nutritionnelles, énergétiques. Il est également important d'encourager un environnement de soutien, comprenant la famille, les enseignants, les professionnels de la santé mentale. Et surtout, il est important de sensibiliser le public au TDA et au TDAH afin de lutter contre les préjugés, la stigmatisation qui est associée à ce trouble. Parce que c'est en comprenant mieux le TDAH que nous pouvons créer des environnements plus inclusifs et favorables pour les personnes qui en sont atteintes. Et surtout, il est important de se rappeler que le TDAH ne définit pas une personne. Parce qu'avec du soutien, des ressources, non seulement les personnes peuvent surmonter leurs troubles et les obstacles auxquels elles sont confrontées, mais elles peuvent aussi apporter des contributions significatives à la société. Une personne peut très bien présenter des fonctionnements et des sensibilités de TDA, TDAH, HPI, hypersensibilité, 10. Je ne suis pas là pour poser un diagnostic, ni pour étiqueter. Ma démarche est faite pour vous aider à comprendre et à éclaircir certains fonctionnements, certaines idées, ou voire même certaines informations qui sont parfois contradictoires, qu'on peut aller glaner à droite et à gauche. C'est pour ça que je vais vous parler essentiellement de l'hypersensibilité. En fait, il y a tellement de connexions neuronales dans un cerveau que les neurosciences affirment qu'il n'y a pas deux personnes qui ont exactement les mêmes fonctionnements neuronaux. Alors, il existe néanmoins des points communs dans les fonctionnements neuronaux, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Parce qu'il semble que la véritable différence entre les personnes dites hypersensibles et celles à haut potentiel, ou voire celles qui sont TDA ou TDAH, va simplement résider dans la capacité intellectuelle qui, elle, est mesurée par le test du QI. Pour le reste, c'est surtout des points communs. Alors on peut mentionner une grande sensibilité comme point commun, une dysynchronie, une pensée en arborescence, des difficultés relationnelles, des difficultés scolaires, un sentiment d'incompréhension, un manque de confiance en soi, un sentiment de décalage, un humour décalé aussi, parfois, souvent, un besoin de sens, un grand besoin d'être aimé, un besoin de sécurité, et j'en passe. Il est important de souligner que certains individus à haut potentiel peuvent avoir une intelligence intellectuelle élevée, mais par contre être dépourvus de sensibilité.
parce qu'ils se protègent et ils renient leurs émotions. Ils ne les comprennent pas, ils ne savent pas les gérer. De même, il existe des personnes hypersensibles, TDAH, dyslexiques, qui ont appris à réfréner leur sensibilité dans leur enfance ou adolescence et sont devenus des individus contrôlants, manipulateurs, narcissiques. C'est pour ça que parfois on fait une confusion entre les deux profils, et c'est compréhensible. L'aptitude intellectuelle n'est jamais le point faible des personnes à haut potentiel, mais plutôt l'accueil de leur grande sensibilité émotionnelle. Il en va de même pour les personnes hypersensibles. Alors il est essentiel de reconnaître que la pensée en arborescence présente de nombreux avantages par rapport à une pensée séquentielle. Elle permet de gérer simultanément un plus grand nombre de données, d'associer les idées pour faciliter la mémorisation, les choix de réponse, d'augmenter la créativité grâce à des associations d'idées transversales, d'avoir une vision globale également des problèmes. Mais en refusant d'admettre son fonctionnement intellectuel personnel et différent, on va créer un préjudice même aux normaux pensants, à ceux qui pensent de façon normale entre guillemets, ceux qui sont dans la norme. Et pour ça, rien que pour ça, il est nécessaire de prendre conscience que nier sa différence peut être perçu comme de la fausse modestie, voire même du mépris. Donc il est vraiment important d'assumer notre différence avec simplicité et objectivité, d'aider les enfants, les adolescents, les personnes hypersensibles, HPI, TDA, TDAH, dyslexiques, à assumer leurs différences, à reconnaître leurs capacités différentes, sans arrogance. C'est ça la meilleure façon de gérer sa différence et d'être accepté par les autres. Et d'accepter par les autres, de se respecter et de respecter les autres. Parce qu'il est également crucial de comprendre que les normaux pensants ont un comportement différent. Et enfin, on va pouvoir leur offrir le respect qu'ils méritent. On va arrêter de nier leur fonctionnement, on va arrêter de les stresser inutilement. Il est donc important de reconnaître les normaux pensants comme étant différents de nous, sans les sous-estimer pour autant. Assumer notre différence, assumer les différences avec simplicité et objectivité, tout en reconnaissant et en respectant les différences des autres. C'est ainsi que nous pourrons créer un environnement inclusif et bienveillant pour vous tous. D'ailleurs, comment pouvons-nous mieux respecter ces normaux pensants, nous qui nous sentons harcelés, rejetés, étiquetés même par eux? Alors voilà quelques points que j'ai relevés pour mieux les comprendre et ainsi pour mieux relationner les uns avec les autres. La mentalité des normaux pensants peut parfois sembler complètement déconcertante pour les cerveaux droits. En effet, la dominance du cerveau gauche peut conduire à des comportements individualistes et égocentriques, alors que le cerveau droit, lui, va favoriser une pensée collective et altruiste. Cependant, il est important de comprendre que chacun a sa propre manière de penser et de percevoir le monde qui l'entoure, et que c'est à chacun de travailler sur son cerveau droit et sur son cerveau gauche. Les suréfficients mentaux, bien qu'ils aspirent à l'harmonie et à la compréhension mutuelle, ont également leurs propres aspirations et convictions, souvent très idéalisées et voire même inatteignables d'ailleurs. Ils souhaitent que chacun soit accepté tel qu'il est, en se mettant un petit peu en avant, en pensant à eux, mais tout en défendant leurs propres valeurs et leur propre vérité. Alors tout ça, c'est un équilibre délicat à trouver, mais c'est un équilibre qui est essentiel pour une coexistence harmonieuse. Il est important également de reconnaître que la pensée séquentielle, à l'inverse de la pensée en arborescence, donc la pensée séquentielle des normaux pensants, peut parfois sembler laborieuse pour ceux qui ont une approche plus intuitive. Leur cheminement méthodique peut être perçu même comme lent, mais il est important
de ne pas les contraindre à abandonner leur mode de réflexion. Chacun a sa propre façon d'aborder les problèmes et de prendre des décisions. C'est important et essentiel de respecter cette diversité. Il est crucial également de reconnaître que les normaux-pensants sont moins susceptibles aux critiques et aux sous-entendus. Leur capacité à rester concentrés sur ce qui est pertinent peut parfois être perçue comme de la froideur ou de l'indifférence, mais il s'agit en réalité d'une capacité à filtrer les informations pour se concentrer sur l'essentiel. Donc, ne prenons pas toujours en plein cœur les réflexions des normaux pensants. Ils ne vivent pas les émotions comme nous, ni les critiques, ni la susceptibilité. Il faut noter également que les normaux pensants ont une sensibilité sensorielle différente. Leur niveau d'exigence peut être moins élevé, mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils ne recherchent pas la qualité eux aussi. Leur perception des stimuli sensoriels, comme la musique, la lumière, ou voire même les odeurs, peut différer de celle des autres. Mais ça ne les empêche pas d'apprécier ces expériences sensorielles. Ils ont leur propre force, mais également leur propre faiblesse. Parce que leur capacité à se concentrer sur une tâche spécifique peut être un atout dans certaines situations, mais ça peut également les rendre moins attentifs aux détails sensoriels qui les entourent. Il faut reconnaître et respecter ces différences pour favoriser une meilleure compréhension mutuelle. En conclusion, il est essentiel de respecter la diversité des modes de pensée et des perceptions sensorielles. Chacun a sa propre manière d'appréhender le monde qui l'entoure et il est important de favoriser un dialogue ouvert et respectueux pour mieux se comprendre mutuellement. J'espère que ce petit cours vous a éclairé, vous a permis peut-être de mieux vous comprendre, pour mieux vous respecter, de mieux comprendre également le comportement peut-être de votre enfant, de votre conjoint, de vos collègues, pourquoi pas. Dans le but de mieux se respecter, de mieux relationner, de mieux rentrer en communication, en relation les uns avec les autres. Dans les prochains cours, je parlerai essentiellement de l'hypersensibilité, ce point commun qu'il y a avec tous les fonctionnements atypiques. Cette hypersensibilité qui est ni une maladie, ni un dysfonctionnement, qui est simplement un câblage particulier qu'on a dès la naissance et qui touche de 20 à 30% de la population mondiale. À bientôt!